Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. Oula, le micro est un poil trop haut. Hop, voilà. Donc, déjà pour dire tous ceux qui sont présents, joyeuse Pâques. Donc, voilà, c'est parti pour un petit live tranquille sur le projet que j'avais annoncé il y a quelques temps déjà, qui était donc le projet d'API pour des serveurs de jeux. Donc du coup, voilà, donc je lui ai trouvé un petit nom, voilà, comme tous les développeurs qui ont forcément une grande inspiration. Donc le projet, voilà, comme le titre de ce live l'indique, on est parti sur donc Game Server API Project. Voilà, qui fait un petit GSAP. Voilà, c'est un nom très, très recherché. Voilà. Du coup, voilà, c'est un peu l'occasion là sur ce live de présenter un peu le projet, de revoir un peu ensemble le concept et un peu les outils qui vont être mis en place. Donc pour l'instant, effectivement, il y a un petit inconnu qui est dû au dépôt Git qui pour l'instant déjà n'aura pas forcément d'utilité de suite. Et du coup, il a fallu que trouver une solution alternative pour... oula, un bruit du téléphone. Donc du coup, voilà, il fallait trouver une solution alternative, mais voilà. C'est donc les projets. Normalement, le projet là est à peu près stabilisé. Je sais avec quoi le faire et comment. Donc à la limite, on va refaire un petit tour du projet. Potentiellement, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les technologies, sur les outils. Je serais ravi de répondre aux diverses questions. Donc voilà. Pour rappel, n'hésitez pas donc à chatter, à aller sur le Discord de Conqueror, qui est du coup la communauté que j'ai créée depuis longtemps, en tout cas pour les nouveaux viewers. Là pour l'instant, je crois qu'on est deux. Donc voilà, merci d'être là. Donc voilà. Donc du coup, à la limite, on va commencer de suite. Pour normalement la musique devrait s'arrêter. Et ben voilà, parfait. Ça s'appelle une synchronisation à quelques secondes près. Voilà, parfait. Donc du coup, basculons sur la petite musique en ambiance de fond. Voilà, une petite, un peu de musique synthé wave, voilà. Donc pour ceux qui regardent l'Ardif, vous n'avez pas de musique, désolé. Voilà, c'est normal. Gestion des droits d'auteur, voilà, tout ça, tout ça. Donc ça implique forcément de dissocier la bande son. Donc voilà. Bref, donc c'est parti. On va basculer sur la partie full écran, nav demi-écran. Je ne sais plus lequel j'utilise. Voilà, parfait. Alors n'hésitez pas à me dire si le son est un peu trop fort dans la musique, voilà. N'hésitez pas. Donc du coup, par quoi on va commencer? Donc tout d'abord, j'ai sélectionné une petite solution open source pour gérer le projet et éventuellement d'autres projets. À la base, j'étais parti sur l'idée d'utiliser GitLab en fait, ou Redmine, ça aurait été le mieux, mais bon, ça nécessite encore plus de serveurs et encore plus d'outils, donc je peux pas le mettre en place de suite. Donc on va dire que ça nécessite trop de ressources que je n'ai pas pour l'instant. Donc il me fallait quelque chose de léger, quelque chose de simple à héberger, qui du coup n'aurait pas de risque d'être perdu. C'est pour ça que j'avais fait le forum du coup, sous une solution qui est, comment dire, qui était basée sur PHP, mais qui donnait des fonctionnalités équivalentes à Discourse, qui était un peu la solution de forum moderne par rapport à PHP BB, qui est vraiment l'ancêtre des forums sur Internet. Donc, du coup, j'ai trouvé une alternative pour gérer les projets par rapport à Redmine, etc., qui est du coup PHP, enfin PH Project, donc basé sur PHP, et qui du coup apporte un outil assez complet de gestion de projet avec les différents outils, un dashboard, etc. Du coup, je vais profiter normalement là pour ce qu'il n'est pas déployé, je vais le déployer pendant le live. Voilà, ce sera tout l'intérêt de faire un peu un projet technique en même temps. Donc voilà, donc ça sera l'outil de base pour gérer le projet. Normalement, on va retrouver, je sais pas trop qu'est-ce que je mettrai public, privé, etc. Parce que là, c'est un peu, on va dire, c'est un peu le premier projet que je fais en public et open source. Voilà, donc c'est quand même nouveau pour moi. Donc je vais voir au fur et à mesure, mais en tout cas, voilà, ça sera
Cet outil, donc il a tout un système, hein, voilà, donc suivi de dashboard, suivi des issues, un backlog et la task board pour gérer l'ensemble des tâches qui sont définies pour chaque projet. Donc a priori, c'est une solution qui est assez récente, hein, je crois que, bon, le premier la 1re, le 1er développement, il date de 2013, mais effectivement, c'est un projet qui est toujours maintenu, que, voilà, dernière mise à jour, il y avait 28 jours, donc voilà, c'est un projet qui est voilà, qui a quand même un peu d'historique, hein. C'est pas un petit projet paumé, parce que oui, je suis curieux de savoir vraiment la première version. Donc 2015 sur GitHub. J'ai pas l'impression qu'il remonte aussi loin, donc bref. Mais en tout cas, voilà, donc c'est une solution vraiment facile à héberger, facile à mettre en place. Donc du coup, voilà, je vais en profiter pour le déployer sur mon hébergement actuel qui est chez Infomaniac. Ouais, alors, je fais pas de la pub, mais voilà. Tu peux valider le code comme dans Git. Alors c'est pas le but de cet outil de gestion de projet. Le but de cet outil, c'est vraiment de gérer le projet avec les demandes, les bugs, les machins, etc. Donc, de pouvoir suivre un peu les tâches qu'il y a à faire, parce que là, du coup, il va falloir faire tout le découpage du projet. Donc vraiment, là, le but, c'est de travailler, d'avoir un outil qui me permet de gérer les tâches et pas de tout faire de tête, quoi. Parce que là, on va dire, ça devient compliqué parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer. Voilà, parce qu'on va dire, pour ceux qui le savent pas, je suis DSI à côté, donc du coup, j'ai des projets bien plus importants que ce projet-là, et du coup, je peux pas non plus, voilà, je peux pas accumuler autant d'attention sur tous les projets. Donc du coup, il me faut forcément un outil avec la liste des trucs, etc. Donc vraiment, son but, il est là. Après, normalement, en fait, la façon dont j'ai prévu de construire l'outil, pour l'instant, c'est les différentes solutions que je vais présenter après. Mais pour l'instant, en fait, c'est assez expérimental. Si vraiment je sens que le dépôt Git va être nécessaire, je le ferai sans problème. Alors, voire même, je serais tenté, en fait, je suis vraiment dans l'hésitation. Mais je me dis que potentiellement, je pourrais peut-être quand même basculer sur soit GitLab, parce que je crois qu'ils ont un compte gratuit sur GitLab pour éviter GitHub. Je veux pas passer par GitHub en fait. Je suis pas d'accord avec leur politique de gestion de code. Je suis pas d'accord avec leur outil qu'ils ont développé de gestion de code. Donc je veux pas. Voilà. Donc idéalement, je veux complètement éviter GitHub pour gérer le code source. Par contre, voilà, si j'en ai donc GitLab qui fait la même chose, je prendrai sans problème. Mais je pense pas que, faudrait que je vérifie quand même, mais je pense pas que je peux héberger un dépôt Git directement sur mon hébergement actuel. Ce serait le top, mais je suis pas convaincu que ce soit possible, quoique encore, c'est même pas sûr. Faudrait que je vérifie, tiens. À la limite, ce sera peut-être en fin de live, peut-être que ça pourrait être intéressant de vérifier si je peux faire un petit hébergement là-dessus. Pourquoi je suis pas d'accord avec la politique de GitHub? Alors, en soi, bon, GitHub, après, c'est suite au rachat de Microsoft, déjà, il y avait eu une grande vague de départ de GitHub, mais bon, en soi, ça m'avait pas particulièrement gêné que Microsoft rachète GitHub. C'est par contre leur façon de concevoir, enfin d'utiliser la licence open source, en particulier avec leur nouveau système de... Alors comment il s'appelle déjà? De générateur de code. Donc en fait, alors comment il s'appelle déjà? À chaque fois, c'est Copilot. Je crois que c'est ça, hein. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Euh, alors, hop, Copilot. GitHub, normalement. Ça, sauf erreur de ma part. Voilà. Donc, youp, voilà. Donc c'est bien ça. Donc c'est dans le principe c'est pas inutile. Copilot, enfin dans le principe je trouve ça intéressant, mais ça me pose un énorme problème. En fait, GitHub a créé donc Copilot qui est une IA, enfin vraiment entre grosses guillemets IA, hein, voilà, mais qui est en fait un outil qui va te générer du code. En fonction de ton commentaire ou de la façon dont tu as appelé ta fonction. Et en fait, il va te générer des bouts de code pour tes différentes fonctions au fur et à mesure que tu codes tes programmes.
Et le problème, c'est que du coup, c'est basé sur l'ensemble de la bibliothèque open source qui est hébergée sur GitHub. Et quid du droit d'auteur, quoi. Parce que c'est pas parce que le code est open source et libre que tu peux, on va dire, déposséder entre guillemets les bouts de code de leurs propriétaires pour générer un code par une IA. Et c'est là-dessus où vraiment ça me gêne que GitHub dépossède en fait les propriétaires du code parce que c'est passé par une moulinette d'une IA. Voilà, c'est vraiment ça qui me gêne en fait. Parce que du coup, ils ont mis un peu cette couche intermédiaire d'IA en disant, bah en fait, on fait pas un copier-coller du code. Pardon, non, il fait pas un copier-coller. Il fait juste une analyse du code et du coup, il propose un codage qui est adapté à la demande. Voilà, c'est donc bon. Pour moi, ça sent un peu le pipeau, hein, tout ça. Donc voilà, c'est un peu. Et ça me gêne vraiment parce que le truc, c'est que il faut bien comprendre. Bon là, je déborde complètement sur un autre sujet que le sujet de départ, mais pour moi, c'est important de d'expliquer. C'est que là, je vous présente ça. C'est un truc qui, à partir d'une fonction avec les variables d'entrée, variables de sortie, etc., va te générer le code intermédiaire qui fait la fonction. Vous allez me dire, jusque-là, bon, bah, il faut quand même construire la fonction, il faut quand même construire son code, machin, etc. On est bien d'accord. Le truc, c'est que si on ne connaît pas, non, non, c'est Bonita Soft, si je ne me trompe pas. Bah, il était juste en dessous. Voilà. Donc, si vous connaissez pas, c'est le principe, comment dire, c'est la structuration en fait de process, qui est la BPMN, voilà, qui permet en fait de définir bah, c'est comme ça, gestion des process métiers, voilà, ça permet de définir vraiment tout le process, l'ensemble du truc. Et ben en fait, si on le, si, comment dire, l'outil de Bonitasoft par exemple, hein, mais c'est un exemple open source hein, que je garde. Eux en fait, tu définis ton process. Tu définis en fait bah, quel champ tu as besoin, dans le process, quelles sont les étapes, quels sont les machins, etc. Et derrière, en fait, cet outil va te générer tout ton code source. En fait, toute la structure du code source avec les fonctions, les variables d'entrée, les variables de sortie. Voilà. Et donc là, tu vois les deux trucs qui se connectent, c'est que du coup, on se retrouve avec la possibilité de générer des projets entiers sans développeur. C'est-à-dire que simplement en ayant des mecs qui conceptualisent parfaitement bien les process métiers, ils pourraient se débrouiller sans développeur. Alors je dis pas, hein, il y aura toujours un peu de développeurs, etc. Mais c'est juste que pour moi, ça représente... enfin, je sens le danger sur le métier des développeurs qui va très loin. Le problème là, c'est que si on commence à avoir Microsoft, parce qu'on parle quand même de la machine de guerre Microsoft derrière. Donc c'est Microsoft via GitHub qui propose une solution de code automatique via une IA. Donc, et si à côté, donc une IA qui est du coup un truc très réglé, normalisé, qui va demander en fait une certaine rigueur de saisie, et à côté, on a la BPMN qui donne l'architecture normalisée. Donc on a deux trucs qui peuvent vachement bien se connecter ensemble et mettre au chômage une bonne partie des développeurs. Et moi, ça me pose un problème. Voilà, c'est vraiment parce que le seul moyen de pouvoir déposséder en fait, enfin le seul moyen que ça marche, c'est de déposséder en fait tous les développeurs qui ont mis leur projet en open source, voilà, de les déposséder de leur création pour générer du code à leur place et du coup les foutre au chômage. C'est-à-dire qu'en fait, là on est dans un contexte informatique dans lequel on peut dézinguer l'ensemble du marché open source simplement à cause de ça. Parce que du coup, il n'y a plus d'intérêt de faire de l'open source. C'est même trop dangereux de faire de l'open source. Parce qu'en fait, n'importe qui peut choper le code et faire le truc. Mais
Donc oui, bah, effectivement, c'est enfin, ils ont vu que ça avait fait du foin quand même que Microsoft, rachète, GitHub, quand même, à l'époque, c'était vraiment déjà ça avait fait du foin, mais clairement là, cet outil-là, pour moi, il pose vraiment problème. Enfin, clairement, le croisement, GitHub Copilot et des solutions comme Bonita avec une BPMN, c'est enfin, pour moi, enfin, c'est dangereux. Enfin, c'est juste dangereux pour le marché. Et clairement, toute la base de GitHub qui est sniffée par l'IA qu'ils ont créée pour générer du code et faire l'apprentissage, en réalité, bah, ça veut dire que du coup, tu as une IA, entre guillemets, qui a appris sur la base du code open source. Donc effectivement, au niveau de la légalité, on est quand même, c'est quand même légal, dans le sens que c'est une IA qui a appris en se basant sur le code source. Ce n'est pas un copier-coller. Ce n'est qu'une IA qui a appris sur la base de tout le code open source trouvable sur Internet. Donc, on joue vraiment avec le fil de la limite, et le problème, c'est que ben, Copilot et des solutions comme la VPMN, enfin basées sur la VPMN, peuvent vraiment faire très très mal au marché des développeurs, parce que du coup, du jour au lendemain, enfin, sur l'ensemble des développements métiers, qui est quand même un peu quand même le cœur d'activité pour une bonne partie des développeurs hein, aujourd'hui, va disparaître parce que ben il y a une IA qui est tout à fait capable de développer les fonctions, etc. Et que la BPMN étant particulièrement normalisée, etc. Bah, quelqu'un qui codifie correctement la BPMN bah, aura forcément un code généré qui est clean. Alors effectivement, peut-être que le jour où il y a vraiment une fonctionnalité particulièrement évoluée, etc., bah, il y aura un développeur. Mais du coup, ça devient un marché de niche presque. Il y aura quelques développeurs spécialisés, ultra spécialisés. Et du coup, alors, et si tu écris tes noms de fonction en indien? Oui, alors après, tu peux aussi, comment dire, flinguer ton code pour qu'il soit illisible pour une IA, mais ça n'empêche pas que il y a suffisamment aujourd'hui de code open source disponible sur GitHub et sur d'autres plateformes pour faire en sorte qu'une IA soit tout à fait capable d'apprendre à coder les fonctions. Voilà, après, ça sera une IA hyper spécialisée, mais clairement, aujourd'hui, on est sur cette limite-là. Après, clairement, hein, Copilot, l'outil qu'ils ont développé, est pas totalement au point, mais quand même. Un truc normalisé face à ça, c'est... Alors, ici, on a écrit, Laurent mettait déjà en garde Alexandre. Ouais. Ouais. Quel Alexandre? Mais clairement, ouais, c'est... mais du coup, clairement, pour moi, c'est là aujourd'hui, on est dans une phase un peu... Ah, le créateur d'Octissimo? Ah, peut-être, effectivement. Je j'ai pas souvenir. Mais en tout cas, oui, clairement, pour moi, voilà, ces deux trucs-là, c'est hyper dangereux. Donc c'est pour ça que, globalement, aujourd'hui, si je peux me débrouiller sans GitHub et en dehors de tout ça, parce que là, du coup, j'ai débordé de 10 minutes complètement sur un autre sujet, mais clairement, ouais, là, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt de... Enfin, pour moi, ça me semble dangereux tant qu'il n'y a pas... Bah, pas comment dire, d'avancement en justice. Hein. Ça, c'est pas un problème de justice, en fait. C'est plus le fait que, simplement, on est la communauté du libre qui est statuée un peu sur cette question-là. Parce que pour moi, il y a un vrai problème par rapport au droit d'auteur. Et effectivement, la licence libre open source doit se poser la question. Qu'est-ce qu'on quid de l'utilisation par une IA d'apprentissage de l'IA? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à jour la Creative Commons et les droits d'auteur de l'open source pour exclure du libre le droit à une IA, enfin le droit à une entité d'utiliser en fait du code open source
enfin qu'une société puisse faire apprendre à une IA à la base d'un code source libre. Ah, peut-être simplement, il y a c'est une question qui peut se poser. Là aujourd'hui, c'est un élément qui n'était pas pris en compte dans le libre. N'importe qui, normalement, dans le code source, dans les règles de l'open source, a le droit d'utiliser le code. Enfin, a le droit de le lire, de le comprendre, de l'analyser, etc. Et il n'y avait rien qui interdisait d'apprendre sur du code open source. Au contraire, c'est même tout le principe. C'était l'objectif, en fait, de l'open source. Mais si on se retrouve dans cette situation-là, où, en fait, faire de l'open source, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que finalement, on ne fait que enrichir de plus en plus une IA qui va te remplacer, je vois pas l'intérêt de faire de l'open source. Voilà, il n'y a plus d'intérêt de le faire, en fait. Donc là, on est vraiment sur un truc qui est capable de tuer la base de une grosse partie des solutions existantes open source d'aujourd'hui. Enfin, on est quand même sur un truc qui est, qui est un sacré danger, quoi, à mes yeux. Alors, c'est pas Bonita Soft hein, le problème, hein, ni... Enfin, là, c'est plus Copilot, hein, clairement, parce que Bonita Soft, au contraire, moi, je trouve leur truc, avec la BPMN, etc., enfin, la BPMN, c'est cool, hein, c'est une très bonne chose, en fait. C'est super pratique, ça permet de vraiment rendre très graphique enfin, les process d'un logiciel informatique pour pouvoir communiquer avec des responsables de service ou même des utilisateurs du service sans que ça soit comment dire, compliqué à comprendre. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir de maîtrise technique informatique pour comprendre un schéma BPMN. Ouais, il y a quelques trucs codifiés un peu, etc. Mais c'est accessible, en fait, la BPMN. Et c'est vachement pratique dans le cadre d'une organisation pour définir des process métiers. Donc le problème, c'est pas ça. Vraiment, le problème pour moi, c'est toute la partie copilote qui, du coup, est un vrai parasite, au sens littéral du terme, de l'open source. Donc, est-ce qu'on le tolère, on l'accepte ou pas? Je crois que pour l'instant, ça n'a pas été statué et je pense qu'il n'y a pas forcément. Je crois que j'avais déjà lu des articles des gens qui disaient que Copilot est un vrai problème, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que il y a eu une réaction. Et je pense même aussi qu'il y a le lobbying de Microsoft qui va jouer pour faire en sorte qu'il y ait la réaction le plus tard possible. Donc voilà. Donc c'était bref, donc cette petite aparté anti GitHub, hein, voilà. J'ai pas parlé d'OVH encore, mais voilà. Mais donc je suis pas, en soi, le pire c'est que je suis pas inintéressé. Enfin, je trouve le concept de copilote qui fait que ça t'assiste dans la génération de code, de fonctions, etc. Le concept en lui-même est assez alléchant. Le problème, c'est que voilà, ça devient dangereux. Après, je prêche pour la paroisse des informaticiens. Effectivement, moi, je comprends que derrière, pour le business, effectivement, entre payer toute une équipe de dev et mettre en place une IA qui code à la place, oui, c'est sûr. Moi, je comprends tout à fait pour Microsoft que ça coûtera forcément moins cher de développer des solutions directement avec une IA et puis avoir au pire des mecs hyper calés qui, eux, ont contrôlé le code source qui a été généré. Mais bon, ça risque de faire un sacré chamboulement dans le secteur informatique, quoi. Voilà. Bon, du coup, moi, je m'en fous, parce que moi, je suis vraiment un touche à tout. Donc, de toute façon, je fais du sysadmin, développement, voilà. Donc, au pire, ça me fera moins de développement. Donc, en soi, en fait, moi, ça, limite, techniquement, en fait, si je fais abstraction de mes principes, voilà, et de mes convictions, si je fais abstraction de ça, effectivement, le principe de copilote est vachement intéressant. Mais effectivement, moi, je vois un impact qui me semble bien trop important pour que j'accepte d'utiliser ça. Bref, en tout cas, voilà, c'était la petite aparté anti-GitHub. Voilà, c'est la ligue anti-GitHub. Bref, donc du coup, reprenons le principe, hein, donc PHP, enfin un PH Project, qui du coup sera l'outil de gestion de projet utilisé pour suivre voilà, le concept Game Server API Project. Voilà, donc ce sera la base. Donc du coup, ce projet a pour vocation de s'appuyer sur une solution importante qui est du coup N8N. Donc pour ceux qui connaissent pas N8N, qui connaissent potentiellement IFT,
En fait, c'est un outil d'automatisation. Voilà. Ah, un petit pavé de 4013. C'est un peu le débat des avancées technologiques qui remplacent les emplois. Mais combattre ce genre d'avancées, c'est aussi considérer que pour développer la même chose pour plus cher et en plus de temps et plus de gens à former, oui, c'est pas une position très confortable non plus. J'ai pas trop d'avis sur ce qu'il faudrait faire perso. Bah, c'est clairement le truc, c'est oui, je suis d'accord avec toi. C'est il y a un côté un peu ce que je disais, c'est prêcher pour sa paroisse et de dire que voilà, je vois d'un mauvais œil le fait qu'on puisse être remplacé, que les développeurs puissent être remplacés par une IA. Oui, je suis d'accord que ça a un petit côté un peu ils nous volent notre travail, mais en même temps, c'est un peu vrai. Comment dire, c'est pas simplement une machine. Enfin, si, en soi, c'est une machine, mais comment dire, on n'est pas sur une machine qui va automatiser un mouvement qui, bah si, en soi, si, c'est effectivement. Mais quand même, l'apprentissage de cette machine est basé sur du code qui, à la base, est libre, effectivement, donc accessible à tous, mais sa licence ne prenait pas en compte cette évolution. Donc au même titre que par exemple la copie privée, etc., est apparue quand on a commencé à avoir des outils qui permettent de copier les contenus, bah, pour moi c'est un peu le même combat. C'est qu'à un moment donné, soit tu dis bah, mon code est open et même pour des IA je m'en fous, bah voilà, tu as une licence adaptée pour faire en sorte que ton code soit pas exploitable. Par contre, si toi tu considères que ton code n'a pas été utilisé pour de l'apprentissage d'IA, ben je pense que ça serait bien d'avoir le choix. Et que selon les projets, bah, tu peux dire non, non, je n'autorise pas que mon code source libre, que je mets en libre, soit exploitable par une IA qui pourrait analyser et apprendre de mon code. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faut une mise à jour des licences libres pour faire en sorte que ça inclue ce nouveau paramètre. Bah, au même titre que on a la Creative Commons de full libre et la version non commerciale, etc. Bah pour moi, il y a le code open source, mais pas autorisé pour l'apprentissage d'IA. Voilà. C'est un choix. Au moins, les gens, ils peuvent choisir. Voilà. Et pour moi, je pense qu'il faut exclure tout l'ancien code. C'est-à-dire que toutes les anciennes licences, par principe, on dit que ça exclut le fait que les IA soient autorisées et que du coup, il n'y a que les codes où la licence est réactualisée qui autorise du coup l'utilisation du code par une IA. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas et j'ai pas l'impression qu'on va dans ce sens-là. Là, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui soit s'en foutent, soit sont comment dire, en parti pris, entre guillemets, avec ce genre d'outils pour faire en sorte que ça avance pas. Mais à terme, clairement, je pense que c'est un risque. Bref, voilà. Ça reste mon point de vue, hein, on est bien d'accord. Mais clairement, pour moi, il faut éclaircir ce sujet parce que à terme, ça peut être vraiment problématique. Donc voilà, c'est un peu le. Ouais, je ferme la parenthèse autour de GitHub parce que sinon on peut en discuter pendant, pendant des heures. Voilà. Donc du coup, je reviens sur N8N, donc qui est un outil d'automatisation via un système de workflow. Oui. Alors, 4013, on pourrait alors imaginer que l'utilisation d'outils d'assistance de génération de code par les IA inclut dans leurs conditions d'utilisation que si on utilise cet outil, on doit mettre son code libre, en libre utilisation pour l'enrichissement par les IA. Ah, oui, oui, bah, c'est possible, clairement. On réouvre la parenthèse, mais oui. Mais c'est déjà le cas. On a dans les conditions de l'open source, on a comment dire, la licence GPL et la licence AGPL ou LGPL. Oula, je me souviens plus exactement. Mais du coup, normalement, tu avais une distinction. Parce que normalement, le code source, s'il est libre et que tu l'utilises dans un projet, ton projet est censé être libre. Et normalement, après, tu as des projets LGPL, je crois, qui du coup, eux, permettent l'utilisation de code open source dans un projet
fermé. Donc, mais à condition que le code source en lui-même ne soit pas modifié. Donc la partie libre. Donc on ne touche pas au libre, c'est-à-dire qu'on peut l'inclure dans un projet, mais sans que tout le projet soit open source. Mais tous les codes ne l'autorisent pas. Voilà, effectivement, c'est le cas. Mais du coup, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui en parle. Il n'y a pas de licence qui permette de gérer cette problématique-là. Donc, ça va peut-être arriver dans quelques années, mais il sera peut-être trop tard pour que... parce que l'IA, quand elle sera formée, quoi. Quand elle aura déjà analysé tout le code source, on s'en fout hein, que le code il soit accessible ou pas. C'est la phase d'apprentissage qui est important. Donc après, quand c'est appris. Hein. Quand ils ont l'algorithme de calcul qui fait le traitement, c'est fini après. Hein. La guerre, elle sera déjà perdue. Hein. Voilà. Bref, voilà. Je referme la parenthèse. Donc du coup, je reprends la partie workflow. Donc pour ceux qui connaissent pas éventuellement, c'est l'équivalent de IFT, qui est une solution aussi d'automatisation. Donc en fait, on connecte ces différents comptes des différents réseaux sociaux, de différents outils, etc. Et du coup, dans IFT, on déclare en fait une application, en fait, une petite apps, où on dit, ben, en fait, si se passe tel événement sur telle page ou sur telle solution, bah, du coup, je veux que tu fasses ça, ça, ça sur telle autre solution. Et ça, donc, ce système d'automatisation, ça permet du coup de vraiment de faire interagir des API entre elles. Donc indirectement, bah voilà, c'est le fait de par exemple de connecter des outils en base de données, des API de GitLab, de connecter des boutiques en ligne, de connecter Discord, de même AWS, hein, qui est du coup le gestionnaire de serveurs hein, en cloud d'Amazon. Mais il y a aussi d'autres équivalents à côté qui permet du coup de déclencher des événements via les API avec des triggers et différentes actions conditionnées en fonction des valeurs, machin, etc. Donc, donc là, effectivement, ce N8N va être un peu un élément central sur ce projet parce que du coup, il va me permettre de faire interagir mon portail de gestion des serveurs avec AWS d'un côté et Discord de l'autre. Ce qui fait que du coup, on aura une connexion entre un bot Discord. Ce sera peut-être pas Discord directement, parce que du coup, il faut quand même un bot intermédiaire qui va gérer la gestion des commandes sur Discord. Ensuite, ce bot va déclencher des appels API sur mon site, qui lui-même, du coup, va gérer le fait de bah, est-ce que le serveur n'est pas déjà démarré? Est-ce que s'il est déjà démarré, ça va en relancer un? S'il est pas démarré, il le lance, etc., etc. Et du coup, derrière, bah, il récupère les données du serveur aussi, parce que du coup, quand il va déclencher le serveur, bah, on ne connaît pas encore l'IP, donc du coup, il faut attendre que AWS réponde avec les données du serveur, que du coup, on retransmette ces infos aux différents utilisateurs, etc., etc. Donc vraiment, là, N8N, ça va être le point central d'orchestration, en fait, entre les différents API. Du coup, ça revient sur la question de tout à l'heure par rapport à Git. Bah, il n'y a pas vraiment de dépôt en fait pour ça. Bah du coup, oui, il sera probablement indépendant. Donc lui, il sera peut-être du coup sur un dépôt Git, mais là, faut que je l'ai pas encore étudié le cas, parce que je connais du coup, c'est des solutions de bots. De mémoire, c'était voilà, parce que là comme ça, je l'ai pas, j'ai pas recherché encore. C'est bot Discord. Discord, et je crois qu'il s'appelait Red. Voilà, donc c'est une solution en Core Creator, Cog, Red. Alors, lequel... Ah, ils ont pas un dépôt de code source? Bon, bah, je pense que ce sera là. Donc, welcome to Red, Red Discord Bot. Donc, c'est une solution toujours open source. Il y a pas de... Moi, je suis un grand fan hein, des solutions open source. Ah oui, donc c'est Cog Creators. Donc, ils ont fait un Red Discord Bot, qui est un peu... donc, c'est un outil qui est conçu pour gérer la connexion, machin, etc. Il y a des différents outils pour gérer
les alertes, les éléments, mais du coup, on peut aussi développer des petits plugins. Et c'est pour ça que je veux m'intégrer en fait dans ce bot déjà open source, qui est Red Discord Bot du coup, et d'ajouter juste un petit plugin dessus pour gérer le fait de prendre les commandes d'ouverture, de démarrage de serveur, etc. Donc du coup, on aura cette partie-là qui va gérer vraiment la connexion à Discord et la gestion du bot. Donc voilà, et un outil open source, hein. Moi, je vais pas développer grand-chose en fait, hein, au final. Donc voilà. Ensuite, il y aura le petit plugin pour Red qui va gérer spécifiquement mes appels à moi. Et du coup, j'aurai mon petit portail à côté. Donc du coup, le portail que je compte utiliser à côté, c'est Directus. Donc qu'est-ce que Directus? Alors, enfin, parce que là, je pense que ça doit parler à personne. Directus, en fait, c'est un outil qui va se caler sur une base de données et qui va du coup me permettre la création dynamique des tables, des champs, etc. Et en fait, il va me créer automatiquement en fait l'ensemble du code d'API automatiquement. Donc en fait, voilà, on va dire alors c'est pas un générateur de code, hein, je précise bien, c'est juste qu'il va me dynamiquement créer en fait les commandes et les appels API correspondant en fait à la structure de base de données que je lui aurais demandé de faire. Donc ça a l'avantage que du coup ça me permet de facilement remplir, sortir les données de mon outil de gestion. Voilà. Donc parce que ce portail-là, il sera pas forcément en public, ça sera que du privé dans le sens que pour moi, ce sera le bot qui va gérer l'interface. Enfin, qui va faire interface avec les utilisateurs. Mais du coup, moi, de mon côté, il me faut quand même une base de données qui va gérer les informations un peu tampon, de savoir qui a demandé, est-ce qu'il y a déjà eu une première demande, est-ce que, voilà, c'est de savoir est-ce que le serveur a démarré, en cours d'arrêt, démarré, voilà, il y a plein de questions qui se posent. Parce que par exemple, si un serveur était en cours d'arrêt et qu'en fait il y a une redemande d'ouverture, il faut quand même attendre que la première instance soit complètement close pour redémarrer une instance. Donc voilà, il y a des vraies questions qui vont se poser par rapport à ça. Mais du coup, ça va donc ça va se construire autour de ça. Donc après, normalement, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, on aura forcément. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, parce que tu m'as enlevé les mots de la bouche. Du coup, 4013, effectivement, j'avais parlé de Physio. Mais Physio, effectivement, va me demander du coup de créer la base de données et de créer toute la structure qui va avec. Et le problème, c'est que du coup, si j'ai besoin de modifier un peu à la volée et rapidement, bah clairement, Directus, c'est bien plus facile et rapide à mettre en place que Physio pour ce besoin spécifique. Donc du coup, je me dis, on va dire Fusio, je vais l'utiliser au taf. Donc en fait, je vais déjà apprendre dessus, etc. Donc je me dis, quitte à apprendre de nouveaux trucs, autant tenter une solution que je connais pas. Donc voilà, là pour moi c'est un peu l'occasion de tester un peu Directus parce que dans le principe, je le trouve vachement intéressant. Dans vraiment ce côté d'avoir en fait finalement l'outil qui est hébergé sur ton serveur qui a un accès du coup sur une base avec l'ensemble des accès de création et qui va te gérer lui-même dynamiquement en fait l'ensemble de l'information. Moi je trouve ça pas mal déjà. En tout cas c'est une très bonne chose. Du coup il me génère dynamiquement tous les appels API pour afficher les infos, il me fait des GraphQL, il me fait enfin vraiment clairement c'est vraiment un très bon outil de construction, voilà, pour construire un projet. Après, normalement, de toute façon, c'est ce qu'ils disent dans la doc, hein, c'est que après de Directus, tu peux basculer sur une version beaucoup plus statique. Mais clairement, pour l'instant, je vais construire le projet. Au début, voilà, je vais tâtonner au début, clairement. Donc, je suis pas sûr que je vais prendre en compte tout dès le début. Donc, ou sinon, ça va être plus long. Et bon, plus le projet va prendre du temps, moins ça va être int- enfin, intéressant, ou du moins plus à me demander de taffer un peu en amont avant de le présenter, parce que sinon le live il va pas être très intéressant, hein, voilà. Donc je préfère avoir quelque chose d'un peu plus dynamique qui me permet de réagir un peu du tac au tac, plutôt que de m'enfermer un peu dans une solution
qui est pratique, hein. Physio, c'est vachement bien, mais c'est juste que forcément, je serais un peu plus, comment dire, un peu moins automatisé, un peu plus compliqué à exploiter en l'état actuel des choses, et que du coup, voilà, ça sera moins intéressant, je pense. Donc je préfère utiliser voilà, cet outil-là. En plus, bon, après, ça n'empêche pas que si vraiment je m'en sors pas avec Directus, je bascule sur Physio et je m'emmerde pas. Mais en tout cas, j'ai envie de tenter. Voilà. Parce que clairement, N8N, à côté, j'ai. En fait, au début, je ne pensais pas qu'il faisait la passerelle, mais effectivement, quand on regarde en fait l'ensemble des apps et nodes disponibles pour N8N, s'il te plaît, voilà, merci. Donc en fait, il y a tout ce qui est la partie AWS, hein, donc on retrouve Lambda, etc., S3, etc. Donc le S3, je voulais l'utiliser pour gérer les backups. Et après, c'est toute la partie. Alors, c'est lequel déjà? C'est pas celui-là, c'est bon, ça c'est les triggers. Et si je me trompe pas, ça doit être le SNS ou le lambda. Je sais plus lequel des deux à chaque fois. Mais bref, en tout cas, il y a ça. Après, on a. Comment il s'appelle déjà? Ah! Il m'échappe. J'ai oublié le nom. L'alternative, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, c'est pas ça. Ah! Ah putain, ils utilisent quoi déjà chez Infomaniac? Parce qu'Infomaniac, ils ont leur propre instance. Alors du coup, là, vous voyez un peu mes raccourcis. C'est pas top, ça. Alors, bon. Allez, Infomaniac. De mémoire, c'était la version cloud hébergée. C'est Page Elastic, c'est celui-là, si je me trompe pas. Et c'est OpenStack. Voilà, je me disais bien. J'avais Stack en tête, mais j'arrive plus à mettre le nom dessus. Alors, donc on se retrouve là. Hop, donc c'est Open. Alors, OpenStack, je crois qu'ils avaient quelque chose, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas eux qui l'avaient. Mais du coup, OpenStack fonctionne en API aussi. Et donc, je sais que du coup, on peut faire tout ce qui est webhook et tout ce qui est appel, voilà, là on retrouve les webhooks, etc. Donc on peut tout à fait interconnecter du coup Infomaniac ou AWS. J'avoue que je pense au début je serais tenté de tester AWS. Au moins c'est assez facile à exploiter et en plus c'est déjà intégré quoi, donc ce sera peut-être plus simple. Après éventuellement je pourrais faire une version avec OpenStack. Au moins ça permettrait d'utiliser une version plus enfin, d'héberger en fait, surtout sur des serveurs pour lesquels ça m'arrange financièrement. Mais déjà, je pense que si j'arrive à faire l'API avec AWS, je pense que ce sera assez facile de faire l'équivalent côté OpenStack. Voilà, décidément, j'ai du mal à le garder en tête celui-là. Donc voilà, donc en tout cas, clairement, l'architecture du projet, c'est vraiment un PH Project pour la gestion, N8N pour gérer l'orchestration des appels API, et du coup Directus, hein, qui sera vraiment la partie plus, comment dire, tampon, parce que finalement il va servir qu'à ça, pour la partie tampon entre N8N et le bot. Et du coup, en tout dernier, bah, c'est forcément le bot Red Discord Bot qui du coup, lui, fera le boulot de gérer du coup les commandes personnalisées sur le Discord. Voilà, en gros. Alors clairement, je pense qu'au début, ça sera pas ouvert à tous, hein, je le précise quand même. Je vais pas prendre le risque de laisser en open, hein, parce que derrière, c'est mon compte en banque hein, quand même qui est pris en compte. Donc je ne permettrai pas au début. Mais potentiellement, ça peut être un élément intéressant à financer, dans le sens que ça peut être un élément qui favorise la participation en fait, financière au serveur. Parce que du coup, je mets à disposition des serveurs gratuitement, mais du coup, voilà, il faut payer les serveurs. Après, le cloud, clairement, ça a l'avantage d'être pas très cher et que si je gère plutôt bien les démarrages à arrêt de serveur,
Ça permettra quand même d'économiser quand même une sacrée somme, hein, parce que, des serveurs de jeu en général, ils passent quand même un certain temps assez inactifs. Après, ça dépend des jeux et puis en plus, s'il y a des mecs qui commencent à faire de l'anti-AFK, on se retrouve avec, les problèmes que j'ai longuement connus sur beaucoup de serveurs, hein. Je ne vise personne, hein, dans cet auditoire. Mais du coup, effectivement, là, c'est un peu peut-être la limite du projet. Donc, c'est vraiment le fait de se retrouver avec des anti-AFK qui, du coup, font que le serveur va tourner H24, mais du coup, ça n'a plus aucun intérêt. Mais bref, ça, c'est un autre problème. C'est un problème qui implique que potentiellement, ça nécessite plus de surveillance, entre guillemets. Mais ça, à la limite, ça sera du cas par cas et potentiellement, ça peut être une personnalisation qui est gérée. Ben, bon, je connais un peu plus Minecraft, mais effectivement, c'est-à-dire que dans l'instance qui sera déployée, il y aura directement l'anti-AFK qui est intégré dedans et qui, du coup, permet de dégager rapidement ces problématiques-là. À voir, en tout cas, mais clairement, c'est l'idée. Après, il n'y a pas que Minecraft hein, dans la vie, hein. Il y aura, je pense qu'il y aura largement la possibilité, par exemple, de mettre en place des serveurs plus faciles à gérer de ce genre, comme par exemple bah, des serveurs CSGO ou CS Source, où là, ce sera beaucoup plus facile de gérer en fait les utilisateurs. L'anti-FK est déjà pas mal intégré, il y a l'anti-cheat de Valve qui fait que normalement, globalement, quand le serveur est vide, c'est qu'il est vraiment vide. Voilà. Et ça, du coup, ça sera beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà, ce sera peut-être même les premiers serveurs, hein. Un bon vieux serveur Team Fortress 2, tu vois, par exemple, ça peut être l'élément de test de base qui pourrait être sympa de retester. Voilà. Parce que ça fait longtemps. Putain, un bail que j'ai pas joué à Team Fortress 2, hein. Mais bref, hein. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est vrai que peut-être que les jeux comme Minecraft sera plus compliqué à gérer. Mais par contre, clairement, des jeux comme bah, plutôt les FPS, effectivement, finalement, tu as les heures où tu fais des matchs, etc. Puis après, quand le serveur est à l'arrêt, enfin, en fin de journée, en général, bah, dès que tu dépasses les 2 heures du matin, il n'y a plus personne hein, sur les serveurs, hein. Et il y a pas grand monde jusqu'à fin de matinée, début après-midi. Donc déjà, si on peut diviser par deux le temps de comment dire, d'exécution du serveur, bah, ça fait quand même sacrément économiser, hein. Donc voilà. En tout cas, et je pense même que ça peut intéresser pas mal de communautés du coup. Parce que pour l'instant, effectivement, c'est une commande qui est déclenchée par l'admin. Et il est possible derrière de scripter automatiquement le fait que bah, n'importe quel serveur est coupé à 2 heures du matin. Voilà, donc ça peut être une petite ligne de code en plus pour le bot qui va gérer en fait le fait que on programme sur le bot, on dit que bah voilà, automatiquement on déclenche un arrêt complet de tous les serveurs à 4 heures du matin. Voilà, et au moins tu es tranquille. Bon voilà, en tout cas ça c'est des idées qui peuvent arriver au fur et à mesure. Là pour l'instant on est encore très loin, hein, faut pas rêver. Mais en tout cas, je pense que ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, c'est un peu là, j'ai clairement pour moi, ça devrait pas trop bouger. À part Directus, qui potentiellement ne pourrait ne pas fonctionner exactement comme je voudrais, qui passerait sur Fusio. C'est peut-être l'endroit un peu d'incertitude, mais clairement pour le reste, j'ai plus aucun doute, hein, parce que par exemple le raid de Discord bot, je l'ai déjà utilisé en fait, hein. À l'époque où j'avais encore pas mal de serveurs dédiés, j'avais déjà un bot, un raid bot pour Discord. Et effectivement, bah, c'était vachement pratique parce que du coup, c'était lui qui gérait l'ensemble des permissions, etc. et qui donnait automatiquement les autorisations aux utilisateurs. Donc c'était bien, mais il fallait un serveur et du coup, vu que j'en ai plus, j'ai dû le virer. Mais voilà, je sais comment ça marche et je sais que c'est plutôt fiable comme outil, donc je serais curieux de développer un petit plugin pour lui. Enfin, en tout cas pour le bot. Mais clairement, pour moi, le bot, à la limite, ça va être un peu entre guillemets, ça va être un peu la phase finale. Parce que du coup, d'abord, il faut créer la base de données d'informations,
faire l'interaction avec N8N, avec AWS, pour voir un peu voilà, comment ça se gère, comment ça se passe. Parce que pour l'instant, je maîtrise assez peu, finalement, les appels API. Donc là, il y aura vraiment une phase de découverte. Et seulement après, effectivement, quand on aura posé à peu près l'architecture et que je ferai des appels API en direct sur le portail pour faire en sorte que ça déclenche, à la fin, du coup, ça sera le bot qui le fera tout seul. Mais du coup, voilà, ça sera un peu ça sera la phase finale où on va s'attaquer à la partie plugin, quoi. En tout cas, plugin pour Redbot. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc voilà. Donc ça, je peux fermer. Ça, c'est bon. Copilote, on s'en fout. Donc, du coup, passons sur ce projet-là. Donc, c'est première étape, qui est quand même pas des moindres, c'est de déployer, du coup, la solution open source de gestion de projet. Parce que si je l'ai pas, ça sert pas à grand-chose. Donc, du coup, hop, j'organise un peu ma fenêtre autrement. Alors, tac. Et on va basculer sur ma vue full. Et voilà, bienvenue sur mon bureau. Alors, est-ce que la fenêtre de chat fonctionne bien? Oui, ça a l'air d'aller. Bon, parfait. Donc du coup, on va commencer à gérer ce truc-là. Alors pour ce, je fais de la petite pub intermédiaire, hein, mais n'hésitez pas, hein, voilà, vous avez le forum Conquerboard qui est disponible. Donc vous pouvez voilà, venir poster quand vous voulez pour discuter du projet, discuter de SAV si vous avez des problèmes informatiques. Hein, je me ferai un plaisir d'y répondre voilà, et de vous aider à vos problèmes informatiques. Donc, même pendant le live, hein, si vous avez un souci, n'hésitez pas. Je serai ravi d'y répondre. En tout cas, si c'est accessible de suite, hein, sinon ça peut nécessiter un live dédié presque, hein, selon les sujets. Mais voilà, si c'est un petit problème en passant, je serai ravi d'y répondre. Il ne faut pas non plus que ça me décale tout mon planning, enfin, de ce que j'ai prévu dans le live pour la soirée. Voilà, bref, il y avait les petites astérix sur les conditions, mais bref. Donc du coup, on va commencer à déployer l'outil. Donc on va se faire une petite fenêtre. Hop, voilà. Bon, donc normalement, enfin, sauf erreur de ma part, ça devrait pas poser trop de problèmes de le faire en direct comme ça. Bon là, c'est... Vous retrouvez mes infos de Infomaniac, hein, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de secret, vous voyez, il y a le coin de l'IT, hein, j'ai mon planning sur les différents outils. Et du coup, on a la partie hébergement, et il faut créer du coup la partie projet. Alors, donc j'ai mon portail, voilà. Donc on va ajouter un nouveau site. Donc, ajouter. Alors, donc on va le mettre sur Conqueror, hein, je pense que c'est le mieux. Hop. Alors, si vous avez posé des questions sur le bruit ambiant, il y a mon fils à côté. Voilà. Il faut bien que je justifie, hein. Je suis pas ventriloque à faire du bruit de mouchoir, hein. Moucher tranquille dans cette maison. Oui, si tu peux te moucher, t'en fais pas. J'explique à mes auditeurs. Ah, vous savez, ça se vexe facilement les ados quand même. Bonne nuit. Alors, du coup, c'est parti. Donc, du coup, j'avais zappé un peu le chat, mais je reprends. Mais justement, je me posais une question de sécurité. Est-ce que c'est safe d'exécuter des programmes malveillants sur une machine virtuelle, genre VirtualBox? Ou bien la machine virtuelle contaminée risque d'attaquer les autres machines de ton réseau, ou même la machine hôte, par exemple? Ah, c'est intéressant.
Parce qu'effectivement, j'ai participé j'ai été jury, en fait, dans une école, à Aix, qui est l'école, Innov, si quelqu'un connaît. C'est un de mes alternants, hein, que, ouais, je salue si potentiellement il est là, ce qui est peu probable, mais voilà. Donc et en fait, j'ai eu un exposé, en fait, tout un projet qui était basé sur cette question-là, parce qu'ils ont une filière, cybersécurité. Et effectivement, en fait, il faut, en fait, tu as raison effectivement, c'est cette façon de faire qui veut, voilà, de créer une machine virtuelle, avec des failles potentiellement pour les tester et tenter des attaques, ou une machine, tester un programme malveillant sur ça. C'est effectivement la bonne solution, mais effectivement, il faut l'isoler. Mais et si effectivement ton container est connecté à ton propre réseau, bah forcément, tu prends le risque que la machine qui a été verrouillée se mette à essayer d'attaquer tes autres machines. Donc, effectivement, il faut d'abord créer un environnement de machine virtuelle qui est dissocié de ton propre réseau. Et qui du coup n'a pas voilà, t'es complètement voilà, et que les deux infras soient complètement isolés et que du coup tu n'aies pas de problème. La machine infectée ne peut pas atteindre ton propre réseau. Et ça, bah effectivement, c'est un peu technique. Ça nécessite de bien configurer l'ensemble des pare-feux, il faut bien gérer l'ensemble du réseau virtuel que tu as dans ton outil de virtualisation. Donc dans le principe, c'est faisable, ça peut être safe, entre guillemets, hein, on est bien d'accord, mais ça nécessite derrière d'avoir construit un nœud de machine qui est complètement isolé du reste du réseau. Et ça, ben, c'est un métier. Voilà, c'est un métier. Donc, du coup, oui, tu peux le faire. Et je crois même qu'il y a, dans l'autre sens, c'est pas forcément le fait qu'il y a des programmes malveillants dedans, mais c'est des machines avec des failles de sécurité. Voilà, c'est un peu des sandbox de hacks avec des hacks déjà connus. Donc ça permet de tester, bah, de voir, d'expérimenter un peu ces différents outils pour, pour y arriver, quoi. Enfin, voilà, enfin, pour tester un peu le piratage de machines. Donc quand c'est juste des failles ouvertes, ça va. Quand c'est carrément tester un programme malveillant sur une machine virtuelle, là, il faut être vraiment vachement segmenté, quoi. Il faut bien séparer l'ensemble des deux. Mais c'est faisable, hein. Il y a des outils qui sont adaptés pour ça, etc. Et normalement, les outils de virtualisation ont déjà des moyens de cloisonner le réseau pour faire en sorte qu'il y ait moins de risques. Après, tu sais que tu prends le risque quand même si tu installes un programme malveillant, tu prends le risque quand même que potentiellement, ça soit un programme malveillant qui est particulièrement vénère. C'est pas impossible, mais il faut pas. Voilà, c'est un peu. Voilà, si. J'aurais tendance à te dire de faire plutôt l'inverse pour l'instant. C'est déjà de tester un peu comment fonctionnent les failles de sécurité, comment fonctionnent les outils de bench de sécurité avec les tentatives d'attaque, machin, etc. Je pense qu'il y a déjà tout un univers à découvrir de ce côté-là, avant de commencer à installer des programmes malveillants sur tes propres machines, quoi. C'est bon. Après, c'est un choix, hein, mais voilà, j'avoue que voilà. Mais sinon, c'est possible. Voilà. Si c'est la réponse, voilà. Dis-moi si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Bref. Donc, du coup, bon, on le met en français ou en anglais? Ouais, projet, ça sonne mieux quand même. Projet.concorde.fr. Allez, on valide la création. Bon, du coup, moi, je fais pas de la. Enfin, si, je fais un peu de la pub à Infomaniac, hein, mais c'est quand même pratique. Ils ont un portail de gestion des instances qui est pas dégueu. Donc là, du coup, comme j'ai déjà mon nom de domaine enregistré, etc., j'ai juste à ajouter mon sous-domaine. Comme mon domaine est hébergé chez eux, bah, du coup, ça me crée automatiquement en fait les entrées dans le DNS. Donc, j'ai pas besoin de me préoccuper de créer les entrées. Et du coup, il va forcément me créer le certificat en conséquence et automatiquement.
Donc déjà, ça simplifie grandement les choses. Donc bon, là, il faut patienter un peu. Voilà. Hop. Du coup, le code source, il est là. Bon, normalement, il n'est pas très compliqué à installer, hein, si je ne me trompe pas. Donc, normalement... Hop, je crois ils disaient, bon, ça nécessite PHP 7 ou 8, donc ça, ils préfèrent le 8, MySQL. Voilà, donc là, j'ai mon site qui est en place. Normalement, je peux modifier la version de PHP et je peux basculer en 8.0 sans problème. Donc normalement, ils n'ont pas d'autres demandes, parce que ça, normalement, c'est déjà inclus dedans. Et voilà, pour le reste, normalement, il n'y a pas de souci. Je peux faire enregistrer. Donc l'installation, donc il propose de télécharger, il faut juste télécharger le package, le dézipper, etc. Donc Git installation, bah du coup, il est peut-être plus simple. Je prends directement le projet, et c'est parti. Ok. Alors, donc voilà. Donc c'est on est en PHP 8. Je vais juste vérifier. Normalement, il est censé me faire le certificat, mais il a pas l'air de me l'avoir fait. Hop. Ah, je me disais bien. C'est juste l'interface qui est pas actualisée. Mhm. Ah, il est en auto-signé. Bizarre. Alors voilà. On va lui dire de mettre le bon certificat. Parce que cette fois-ci, il a un peu merdé. Alors, donc après, il dit un git pull. Il faut vider le cache si besoin. Bon, il n'y a pas besoin de debug normalement. Ok, et il dit de faire un composer install. Ok. Normalement, ça a pas l'air trop. C'est fait pas partie des solutions qui a l'air compliquées. Alors, le seul truc, du coup, je vais être obligé de faire sur un autre écran, indépendamment, c'est les informations de la base de données. Parce que ça, je vais essayer d'éviter de partager les mots de passe de la base de données. C'est mieux de pas le partager. Sinon, je serais obligé de mettre un gros censure à l'écran, hein, voilà. Voilà, c'est ce qui est un peu moche. Ouais, mais c'est un peu long. Donc, du coup, bon, en attendant, je vais me préparer la base de données. Hop. Alors, bah, décidément. D'habitude, c'est un peu plus rapide que ça, hein, je vous le dis. D'habitude, ça me pose en même temps.
Après, ils sont un poil embêtants chez Infomaniac pour ça. Pour la partie DNS, en fait, ils veulent absolument que ce soit des entrées de type A et un 4A. Et c'est vrai que, bon, bah, c'est un peu plus chiant à mettre en place à chaque fois. Parce que moi, j'étais habitué à utiliser les CNAME, donc j'avais pas mal de CNAME en cascade, c'était vachement pratique. Mais du coup, ben non, pas chez eux. Alors, ça y est, normalement, hop, j'ai ma base de données qui est prête. Voilà, j'ai mes infos. Alors, donc je vais m'enregistrer ça sous. Hop. Donc là, bon, il y a mes mots de passe, hein, donc c'est pour ça que je vous le montre pas quand même, hein, faut pas déconner. Voilà, bah dis donc, il en a fallu du temps pour qu'il soit signé. Alors, tac. Alors, donc là c'est bon. Euh... Ouais, ça m'étonne, tiens. Ah, je l'ai peut-être mis là-dedans. Non plus. Ok, donc c'est là. Voilà. Donc, ça y est. Donc là, maintenant qu'on a le certificat, si je reviens ici... ouais, il a toujours fumé, lui. Hop, mais normalement, si je réactualise, il est bon. Donc voilà, ça y est, on est bon. J'ai l'ensemble de mon domaine. Et du coup, hop, on va aller faire Mumuse. Donc, on va aller faire Mumuse en SSH. Parce que du coup, ce qui est bien pratique chez Infomaniac, c'est qu'on peut directement avoir la console SSH du serveur. Donc, ce qui est quand même vachement bien. Donc là, je vais aller sur mon site. Normalement, projet, il y est. Voilà. Donc là, je suis à la racine de mon site. À partir de là, donc on va suivre ce qu'ils ont dit, hein. On prend directement le Git. Git étant installé par défaut sur les serveurs. Hop, on clone le projet. Hop, voilà. Je rentre dans PHP Project. Voilà, donc là, je suis dedans. Le petit détail, du coup, c'est que je vais aller modifier la structure de mon site pour faire en sorte qu'il pointe dans le bon dossier. Donc, c'est celui-là. Voilà, je vais aller le modifier. Configurer la page du site. Non, je suis con, c'est pas ça. C'est... alors... Alors, on va sur pas forum. Projet, j'ai dit. Alors, voilà, c'était un paramètre avancé. Et donc là, je vais lui dire que je veux rentrer dans le dossier avancé de project et le mettre sur le dossier. Et voilà, donc là, normalement, je fais ça, je fais enregistrer. Et du coup, la racine de mon projet sera le bon. Bon, on va attendre un peu qu'il valide quand même. Voilà. Du coup, maintenant que j'ai mon espace, j'ai mon domaine, il n'y a plus qu'à faire la commande qui est ici présente. Normalement, ça va m'installer tous les modules nécessaires. Voilà, donc il a tout installé. Donc normalement, sauf erreur de ma part. Alors, donc on a dit projet. Point, hop. Donc c'est y est. Donc là, on est sur le site Concurrent. On va l'appeler comment? On va l'appeler projet. Ouais, juste ouais, projet. Ouais, on va juste l'appeler comme ça. Au pire, on pourra changer après. Là, normalement, je sais pas s'il gère le.
Non, il gère pas. Alors, donc on va s'aider un peu. Alors, bon, si je me trompe pas, c'est ça. Donc c'est Europe slash Paris. Slash Paris. Paris, Paris. T'es où Paris? J'ai perdu Paris. Paris, voilà. Donc on part sur cette zone-là. Hop. On s'en fout. Alors, donc normalement il y a une version française. Alors, open to public. On verra plus tard. À la limite, ouais, non, on peut mettre ça. Alors, recommander, déprécier. Allez, Markdown, c'est bien Markdown. Ah, bah du coup, il va me demander les infos de la base de données. Alors du coup, je vais être... je vais discretos faire les copier-coller, vous en faites pas. Je fais ça sur mon autre fenêtre. Alors, du coup, on va générer un mot de passe complexe. Alors, du coup, normalement, il devrait marcher. Alors, du coup, j'ai presque fini. Hop, parce que là, du coup, je suis connecté. J'enregistre juste mon mot de passe pour ce site-là. Parce que c'est quand même vachement mieux d'enregistrer le mot de passe dans l'espace. Et après, on est bon. Alors, là, on est bon. Enregistré. Voilà, on est bon. Donc, ça y est. Voilà, le portail est en place. L'ensemble des éléments sont en place. Donc, voilà, voilà. Bah voilà, c'était pas trop compliqué, hein, comme vous avez pu le voir. Donc là, j'ai accès à mes configurations. Donc il a pris en compte l'Europe, hein. Donc ça, on va le vider parce qu'on s'en fout. Voilà. Donc on a tous les types de statuts, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Analyse. Donc là, ça utilise le trou par défaut, ça on s'en fout. Ok, bon voilà, hein, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, donc il y a le... Bon, ça c'est pour le debug. Éventuellement, je peux installer des plugins. Donc là, vous me voyez en tant qu'utilisateur. Je peux créer des groupes, des sprints. Ah, je pensais même pas qu'on pouvait faire des sprints, tiens. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ça consiste en quoi, ça? Date du début, date de fin. D'accord, on peut créer des sprints comme ça. Ok, intéressant. Donc c'est un côté méthodologie agile, hein, s'il y a des sprints. Donc ça, c'est cool. Bon, à mon avis, j'en suis loin, hein, pour être honnête. Mais voilà, donc on est sur ce projet-là, mes projets, mes sous-projets, mes bugs, répéter le travail, mes watchlist, mes tâches. Bah voilà, c'est pas mal. Bah là comme ça, c'est quand même assez propre, hein, je trouve. Hein, c'est plutôt propre comme outil. Donc on a les projets, hop, on est sur les projets.
Alors du coup, je sais plus si je l'ai mis en accès libre en fait. Je vais vérifier. Europe, avancé. Période d'inscription du public, donc ça, c'est permis. Alors je vais juste vérifier un truc du coup. Non, c'est pas là. Tac, tac, tac. C'était dans le projet à côté. Ça, on peut fermer. A priori, il y a des plugins. Donc moi, je suis quand même curieux. Est-ce qu'ils ont un plugin avec du reCAPTCHA pour essayer de protéger un peu l'inscription? Parce que ça peut être bien de protéger un peu. Bon, je peux rajouter un wiki. Ça, ouais, ça peut se faire. In apps plugin, NSM project installation. Ok, bah, pourquoi pas. Donc le plugin hein, ça fait de l'installation automatique. Bon, par contre, oh, putain, le machin il date d'il y a... Il a été actualisé il y a 2 ans. Ah, il est plutôt jeune, hein, le plugin officiel. Hein. Project plugin. Donc du coup, ils ont le wiki, ils ont Bitbucket. Ouais, donc c'est bien celui-là, hein, c'est le truc d'il y a 2 ans. Après, c'est... Ça fait bizarre pour un truc aussi vieux, mais bon. Il y a 2020. Hein. Ouais, t'as fait vite, toi. Hein. C'est peut-être un poil trop ouvert, hein, peut-être. Je trouve. Si t'as pu créer directement un projet, c'est... Restricted access. Je pense qu'il y a peut-être moyen de restreindre un peu les accès. Bon, après, moi, normalement, je suis admin, hein, donc ça va. J'ai pas trop à m'inquiéter. Donc, bonjour, 4013, tu es déjà inscrit. Donc, du coup, il faut que je vois... donc, je vois qu'il y a des tickets déjà. Hop, on va aller voir les projets. Projets... Non, j'ai dit projet, j'ai pas dit de faire un nouveau projet. Hop. Ah, c'est marrant, je le vois pas ton projet en plus. Même côté administrateur, je le vois pas. Alors, je vois les Spring Group utilisateurs, plugin, configuration, vue d'ensemble. Donc je vois qu'il y a un ticket en cours. Ah, ça, c'est peut-être un peu con, ça, quand même, que tu puisses pas visualiser l'ensemble des éléments, quoi. C'est un peu bizarre. Donc là, j'ai vidé le cache, mais ça aide pas beaucoup. Ah, si, je le vois. Donc, hop, là, je le vois. Je peux rentrer dedans. Je peux le supprimer. Je peux le suivre. Ok, bah, à la limite, je vais tester, voilà. Ah, il considère ça comme un... C'est une issue. Ah, pour lui, un projet, c'est une issue. Bon, on va voir. Hein. Donc là, c'est mes projets. Alors, peut-être que dans les widgets, activer les widgets. Commentaires, arbre des tickets. Alors, donc bon, on va voir. Hein. De toute façon, hop, projet. Alors, donc on a dit que le projet, c'était Games Servers API Project. Ah, est-ce que je peux gérer le diminutif? Pour l'instant, il n'y a aucun sprint, il n'y a pas d'idée par an. Non récurrent, parce qu'il y a non récurrent.
Donc ça, on s'en fout. L'auteur, ouais, c'est moi, donc ok. Nouveau, oui, ça c'est sûr. J'aime actif. Et priorité normale. Je pense que c'est pas mal déjà. Hop, voilà. Ah, par contre, c'est bizarre que je m'appelle. Je vais mon compte. Ouais, admin, c'est nul ça. Hop. Ah, il y a différents thèmes. On va voir. Hop, couleur. Ah, tiens, je vais mettre ma couleur un peu fétiche. Hop. Non, ça c'est pas ma couleur fétiche. Hop, voilà. Ça, j'aime bien. Hop, voilà. Ensuite, le thème. Cyborg. C'est moche. Géo. C'est encore pire. Ah, merci. Ouais, ça je préfère. On va rester sur ça. Donc voilà, ça y est. Donc j'ai mon projet, il est là, il est beau, il est tout neuf. Et du coup, normalement, je peux peut-être éditer les permissions ou les droits d'accès, peut-être. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Alors, donc c'est un type projet, je peux déclarer des tâches, des bugs. D'accord, en fait, pour lui, un projet, c'est... En fait, tout est ticket, en fait. Bon, c'est une bonne... c'est une conception, je dirais, hein, presque. Hein. C'est un concept. Pourquoi pas? D'accord. Heure prévue. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'heure prévue. Ok. Ah, c'est assez chelou, en fait, la façon de... Donc là, on choisit tâche, projet. Donc là, on a la vision du projet. La vision du projet est là. Donc je peux faire un nouveau sous-projet. Donc je peux faire une redécoupe par, par sous-projet. Je peux créer des nouvelles tâches et avoir des tickets pour l'ensemble des éléments. Ok, bon bah du coup, c'est déjà une première base. Bah du coup, Academy 13, est-ce que tu peux me dire si tu as réussi à... Est-ce que tu arrives à recréer des tickets, etc. Pour voir? Parce que du coup, vu que j'ai changé les paramètres du serveur, j'espère que... J'espère en soi que ça a mis une restriction, c'est access to issue user and group by issue owner and group member. D'accord, donc normalement tu devrais avoir accès à rien en fait. Mais encore là, je suis même pas sûr. Donc le démo il est hors jeu, et a priori il y a un fichier config. Alors, voyons voir. Ah, ça m'a reconnecté. Donc c'est des sites. Donc là c'est project. Alors, ah bah. D'accord, super, merci. Il va falloir que je censure. Ils pourraient faire un fichier de conf, hein, ils sont cons aussi. Alors, donc... alors... Ouais, je vais pas m'emmerder. Alors, il est là normalement. Alors, normalement, du coup, là, hop, je récupère ma console de l'autre côté. Parce que là, normalement, le site va devenir indisponible. Voilà, parce que comme vous avez dû l'entrevoir, il y a eu la diffusion du mot de passe de la base de données. Donc j'ai changé le mot de passe de la base de données. Parce que c'est mieux de changer le mot de passe.
Au moins, je suis sûr que celui-là... Voilà, je préfère. C'est juste par principe, hein, voilà, j'ai... Au cas où. Bon, bah, voilà, hein, écoutez, là pour l'instant, ça marche à peu près comme je voudrais. Non, ça me fait une erreur 500 à chaque fois. Une erreur 500? Alors, normalement, là, je peux dire que c'est parent avec quelque chose. Alors, ou pas. Alors, admettons, là, je vais dire test. ID parent, ok. Ok, ouais, ça, c'est quand même pas... Ah oui, d'accord. Ouais, si, quand même. Euh, donc, test, voilà, on teste. On va l'appeler test. On va voir un peu comment ça se comporte. Envoie une notification si tu veux, créer. Voilà, donc là, il m'a créé normalement le test 3 qui fait partie du projet qui est là. Donc, il y a la tâche ici. Ok, donc là, normalement, les ouverts, c'est là. Donc, on retrouve ça comme ça. C'est un peu étrange hein, comme façon de traiter les projets, mais c'est pas forcément inintéressant. C'est vraiment un système de tickets, en fait, en réalité. Donc, on peut déclarer des bugs, les projets, les tâches. Donc, ouais, c'est pas inintéressant parce que ça répond à certaines problématiques. Mais effectivement, c'est plutôt chelou à gérer. Alors, du coup, la question. Ouvrir une nouvelle fenêtre privée. Si je crée un compte, admettons. Je vais me faire un compte. Faut que je me fasse un compte à la con. Hop. Je mets de côté du coup hein, pour. Alors, hop. Alors, tac. Ok. Donc là, on est sur ça. Hop. Donc du coup, je peux voir les ouverts, mais du coup... Ah ouais. Ah mais ça m'a l'air vachement au point, dis-moi. Ça m'a l'air bien au point. Ouais, d'accord, ouais. Dès que tu fais une recherche, en fait, t'as accès à rien, quoi. Donc là, si je fais une nouvelle tâche, ok, t'as accès à rien non plus. Ah, ça m'a pas l'air bien au point, tout ça. D'un coup, là. D'accord. Du coup, là, si je fais ça maintenant, ouvert, ok, donc là, il y a accès. Donc c'est ce truc-là qui a pas l'air de fonctionner, en fait. Ok. C'est... Ouais, faire une erreur 500 quand tu veux juste mettre des restrictions, c'est un peu bizarre, quoi. Ah, utilisateur, du coup. Donc là, on a le user. Mais du coup, est-ce que je peux faire un groupe par défaut? Non, il n'y a pas de groupe par défaut. Donc, ouais. Alors, là, ça m'embête un peu. Parce que du coup, est-ce que je peux donner un accès... ça marche pas aussi bien que je l'aurais voulu. Bon, l'état actuel des choses, hop, on peut restreindre ça.
Du coup, est-ce que je peux rendre public censurer les numéros de carte de crédit. Ouais, si tu veux, quoi. Alors, debug, ok, ça c'est bon. On va pas de mettre d'imap. Donc, il y a les infos du site. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité. Ok, ok, bon. Bon, au pire, je peux le restreindre, mais bon, c'est un peu dommage. Le but à la base, quand même, c'est... Alors, je vais juste vérifier quand même, est-ce que j'ai accès quand même comme ça? Initialiser le mot de passe. Non, ouais, je peux pas faire un projet public. Voilà, c'est chier, ça. Ah, c'est dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est dommage, dommage. Bah, après, est-ce que vraiment j'en ai besoin? C'est une question. Est-ce que ça serait utile? À voir. Bah, écoutez, en tout cas, l'outil de gestion de projet, il est en place. À la limite, on pourra en discuter. Parce qu'à la limite, ça peut être le forum hein, aussi. Hein. Moi, j'ajoute les éléments. Là, c'est plus un outil pour m'organiser hein, en soi. Du coup, je pourrais avoir quelques personnes, quelques modérateurs qui pourraient éventuellement participer. Mais à la limite, je peux rester sur ce format-là. C'est déjà pas mal. Bon, du coup, normalement, hop, il n'y a plus la possibilité de s'inscrire. C'est déjà ça. Parce que le but, c'est pas d'avoir le bordel sur ce truc-là. Ok, bah voilà. Donc ça y est, on a installé la première partie. Et déjà, il est quasiment minuit. Eh bah punaise. Bon, bah, à la limite, je vais commencer à m'organiser l'ensemble des tâches. Bah, du coup, toi, tu dégages. Plus besoin. Voilà. Trello, mais Trello, c'est pas une solution open source, hein, sauf faire de ma part. Sauf erreur, hein. Donc, oui. Bah, j'en ai déjà entendu parler, hein, de Trello, mais je veux pas. Parce que dès que je vais vouloir augmenter, si je veux rajouter quelqu'un ou des trucs comme ça coûte, ça coûte. Donc, non, je n'utiliserai pas, je ne l'utiliserai pas. Enfin, quoi que c'est, là, c'était pas le bon. Hein. En tout cas, Trello, c'était en dessous. Alors, du coup, c'est lui. Alors, tac, tac, tac. Carte limitée, ce qu'a dit tableau. Hop, machin, etc. Bah ouais, mais on tombe toujours un peu dans les travers de ça. Hein. Bon, je dirais que pour l'instant, bah après, Trello, il gère pas le code source hein, en soi. Hein, c'est pas un dépôt Git. Hein, c'est juste un tableau pour gérer les tâches. Hein, donc, techniquement, hop, je mets la caméra qui est un peu décalée, mais en soi, je pense pas que ça soit, enfin que ça aille plus loin. Et du coup, je préfère avoir ma petite solution maison hébergée que d'utiliser ce genre de service. Voilà, ça m'inspire pas. Alors, si j'ai la possibilité, enfin, on va dire, moi, j'ai une règle, j'ai une philosophie qui est assez simple hein, pour ce genre de problématique. C'est que si je peux héberger une solution moi-même, je préfère l'héberger, même si elle répond pas forcément à toutes les demandes. Je préfère avoir ma propre solution hébergée que d'utiliser une solution gratuite
Autre. Voilà. J'aime bien être propriétaire de mes éléments. Voilà. Donc Trello, il y a beaucoup de monde qui l'encense, hein, mais clairement, je préfère avoir ma petite touche personnelle avec mon propre outil. Je sais que je suis chiant avec ça, mais en général, je préfère. Voilà. Mes alternants le savent. Mais bon, bref. Bon, en tout cas, voilà. Bah, du coup, on a installé l'outil de gestion de projet. Moi, je vais faire la découpe là à tête reposée parce que là, je vous avoue que là, froid comme ça, là, à minuit, ça va être compliqué. Et du coup, à la limite, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, du coup, on fait la review des actualités. Du coup, normalement, les élections présidentielles seront passées. Donc, ce sera bah, juste après, du coup, hein. Donc, on va rigoler. Bref. Donc, du coup, voilà, la semaine prochaine, on fait la review des actus. Et du coup, dans 15 jours, on fait le déploiement de Directus de N8N. Ouais, N8N, ça va être... Pardon. Ça va être rapide parce que bah, j'ai déjà le fichier de déploiement. Donc, voilà, je ferai juste l'explication de Docker, comment ça marche et comment ça tourne. Et du coup, Directus, bah, normalement, je crois qu'ils ont aussi un de mémoire, hein. Je fais toujours un de mémoire. C'est développeur API documentation, get start, installation. Et je crois que eux aussi, ils ont un Docker de déploiement. Voilà, c'est ça. Du coup, the chain sensitive, with Docker, machin, machin. Ils ont les ports, ils ont les trucs. Ok, voilà. Donc là, normalement, alors, je sais pas pourquoi il y a une clé. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, ils ont un Docker, c'est déjà ça, donc normalement, il sera déployable assez facilement. Ah bah voilà, ils ont directement le Docker Compose. Bah voilà, il est très très bien. Directus, et du coup, ils ont besoin d'une base de données. Donc là, ils ont mis PostGIS. Je connais pas. C'est une extension plugin du SGBD PostgreSQL. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Polygon, conformément au standard établi par l'Open Geospatial Consortium. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Donc il utilise ça. Ok, ouais, c'est un peu chelou hein, comme principe, mais pourquoi pas. Donc il utilise cette librairie-là, ok, donc c'est la base de données, il y a le Redis pour la partie cache, et Directus qui est là, qui va gérer du coup l'ensemble des éléments. On déclare le volume pour les fichiers uploadés, on déclare le volume pour l'extension, et si on utilise SQLite, ce qui est à mon avis, vu mon échelle de projet, je serais même tenté de virer ça et de basculer directement là-dessus, parce que ça peut être pas mal. Donc quoi que je crois qu'il disait dans la doc de pas qu'il était mieux d'utiliser une vraie base de données plutôt que de passer par SQL Server. Enfin SQLite plutôt. Donc du coup, on verra bien, mais en tout cas, a priori, normalement, il y a moyen de déployer les deux en une seule session. Et à partir de là, effectivement, on pourra commencer à réfléchir à comment structurer la base de données, etc. Donc voilà, voilà. Bah voilà, parfait. Donc mon planning, ça y est, le projet a mis un certain temps, mais ça commence à se planifier. Et on va commencer à pouvoir expérimenter les appels d'API à la troisième séance, du coup, hein. Donc, et ouais, ouais, donc ça pousse à chaque fois hein, quand même, hein, parce que si je fais ça dans 2 semaines, ça fait 4 semaines, donc on se met déjà un mois dans la vue avant de commencer les premiers tests d'appel API, quoi. Voilà, c'est beau quand même. Ah, c'est ça, quand on fait des petits projets comme ça peut durer longtemps. Bref, bah du coup, voilà, bah, en tout cas, pour moi, c'est fini pour cette première, enfin, cette première session de projet, en fait, hein. C'est la première en soi, hein, parce que la dernière fois, c'était juste le présenter, mais du coup, là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, bon, on verra bien.
En tout cas, bah, ça m'a fait plaisir de faire ce live. Hop, je vais revenir sur la vue complète, Facecam. Voilà. Donc, du coup, ben, je vous dis peut-être, peut-être, j'espère même, la semaine prochaine. Éventuellement, si ça intéresse, du coup, parce que ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui jouent à Guild Wars 2, euh, dans mon entourage en tout cas, si ça vous intéresse. Je pense, en fait, je serais tenté de lancer une guilde, en fait, à vrai dire. Et essayer de lancer une guilde un peu... alors, je dirais pas en 12D, quoi, mais c'est plus un système de guilde où il n'y a pas vraiment une hiérarchie à proprement dit. Il y aurait juste, en fait, fondateur, mais qui donne juste pas forcément plus. Et des modos pour gérer, en fait, voilà, la modération des joueurs. Mais avec une règle de base qui serait juste de dire que bah, c'est le respect qui prime, le respect mutuel. Et que, voilà. Et qu'après, on aurait juste une petite guilde tranquille. Voilà, ça pourrait attirer du monde aussi, du coup. Je me dis que ça pourrait s'envisager. Ouais, je me tâte. Voilà, je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir, voilà, de pas faire que de l'informatique et de l'actu, et de temps en temps de faire une petite session jeux vidéo. Donc là, en ce moment, c'est Guild Wars 2, mais bon, ça pourrait être autre chose, hein. Mais voilà. Donc en tout cas, j'hésite. Je me dis même que je serais peut-être tenté de le lancer là, juste après, là, de couper ce live pour en lancer un autre sur Guild Wars 2. Je me dis que ça, voilà, ça mangerait pas de pain. Ça pourrait peut-être attirer des gens. Bref, voilà, voilà. Donc en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire ce live, du coup. C'était un peu décousu quand même, je trouve. Là, c'était... maintenant que j'ai l'outil qui est en place, je vais pouvoir lister toutes les tâches. Et du coup, à partir de là, dans 15 jours, voilà, je sais exactement quoi faire et comment, pourquoi et dans quel ordre. Donc voilà, à la limite, ce sera l'occasion de le présenter et de avancer dans la construction du projet Game Server Project, API Project. Voilà. Le fameux GSAP. Le GSAP. Ça, c'est... Ouais, c'est un peu nul quand même, au final. Mais j'aime bien quand même. Bref. Et bah sur ce... alors c'est toujours vivant, Guild Wars 2. Bah oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, je trouve que c'est vachement vivant. Après, l'architecture des serveurs de Guild Wars 2 favorise considérablement le côté vivant, vu que il n'y a pas de serveur à proprement dit. Enfin, il n'y a pas on va dire, une découpe par serveur. C'est en fait, il y a des instances, et en fait, les instances se créent et se détruisent au fur et à mesure qu'il y a de joueurs. Donc, plus il y a de joueurs, plus il y a d'instances, mais voilà, quoi. C'est toujours le même univers. C'est un des éléments qui manque, je pense, à New World, hein, clairement. Mais du coup, Guild Wars 2, finalement, tu te balades, tu vois toujours des gens partout, sur toutes les maps. Quasiment n'importe où tu te balades, il y a forcément des joueurs. Ça fait très bizarre, parce que moi, j'ai joué à New World pendant un petit moment. Alors, au tout début, il y avait du monde partout, mais sur la fin, c'était désertique. Tu croisais un péon tous les 2 heures, là. C'était n'importe quoi. Bref. Non, là, Guild Wars, franchement, il y a du monde. Mais bon, à la limite, si ça t'intéresse, je peux faire la suite du live. Faire un live bis. Ouais, je coupe celui-là, c'est pour faire la découpe des vidéos, c'est quand même pratique. Donc je coupe le live, j'en relance un, et du coup, il sera lancé sur Guild Wars 2. Ce sera l'occasion de discuter. Voilà. Bref. Bon, en tout cas, merci pour... voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain live, review d'actualité. Donc, ben, voilà. À bientôt, conquérantes et conquérants, et à la semaine prochaine. Ou à de suite, hein, parce que du coup, pour Guild Wars 2, mais pour la VOD, ça sera la semaine prochaine. Allez, allez, ciao.